Bonjour tout le monde et merci d'assister à notre séance conversation anti-racisme, justice et sécurité. Je m'appelle Selena Wong Clayton et je suis une ambassadrice de la lutte contre le racisme pour Expérience Canada. Présentement, j'habite à Vancouver et je travaille sur un projet de recherche à propos de la COVID-19 et ses effets sur les gens dans tout le Canada. Dans ce rôle, je vois comment la COVID nous a dirigés et a obligés à prendre une pause et comment c'est bouleversé nos vies. Pourtant, alors que nous nous tournons vers une meilleure avenir, nous avons besoin de la force génératrice de changement des jeunes pour nous aider à déterminer où nous sommes et où nous devons nous diriger. Donc, pour ce faire, nous devons commencer par une base solide pour réellement comprendre les problèmes qui leur tiennent le plus à cœur afin que nos jeunes puissent engager des conversations en s'appuyant sur une compréhension commune. Donc, j'ai hâte de mener cette conversation comme c'est un sujet qui me tient très au cœur. Et ce webinaire fait partie de la série de conversations La vie des Noirs compte et antiracisme d'Expérience Canada, qui est produite en anglais et en français. La série vise à accroître la capacité des jeunes à s'engager dans des conversations contre le racisme. C'est une série d'événements en direct sur cette semaine qui sera accompagnée de guides de discussion et matériel éducatif. Avec cette série, on veut amplifier le message et les voix du mouvement Black Lives Matter, la vie de Noirs compte, mais aussi des militantes luttant contre le racisme au Canada. Pour cette séance, nous avons trois conférenciers qui sont impliqués dans le mouvement Black Lives Matter. On a Maître Fernando Belton, M. Franz Voltaire et M. Will Prosper. Avant de commencer, j'aimerais remercier la Fondation RBC d'être un partenaire pour cette série. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien qui nous donne l'opportunité d'encourager les conversations importantes sur l'antiracisme avec des jeunes à travers le Canada. Pour notre séance, toutes les questions seront prises à la fin de la séance, mais pour toute difficulté technique, il faut juste lever la main ou envoyer un message à Lizzie qui gère le chat. Et n'oubliez pas de poser les questions pour nos conférenciers. D'abord, pour commencer, je vous présente Maître Fernando Belton. Il est un avocat qui est expert en droit criminel et pénal. Il a fondé la clinique juridique de Saint-Michel, un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'accessibilité à la justice en se positionnant comme étant un pionnier dans leur quartier et plus largement à Montréal. J'ai préparé quelques questions pour vous, comme je suis certaine que notre public aimerait tirer de votre expertise. Évidemment, comme avocat, vous êtes très familiarisé avec le système judiciaire et ses enjeux aussi. D'après vous, est-ce que le profilage racial, est-ce que ça existe réellement au Canada? Et plus précisément, comment est-ce qu'il se manifeste au Québec et au sein du système judiciaire canadien? Alors, merci beaucoup, Selena. Je veux dire bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que le profilage racial existe réellement au Québec? C'est une très belle question. C'est une question que chaque jour à la clinique juridique de Saint-Michel, on tente de répondre, notamment par de l'information qu'on essaye de donner et de publiciser pour ceux et celles qui s'intéressent à la chose. J'aimerais, pour répondre à cette question-là, vous emmener en 1990. C'est un long détour, mais un détour qui ne sera pas si long que ça. En 1990, notre Cour suprême, qui est le plus haut tribunal au Canada, a dû se pencher sur une des principales raisons qui fait que le profilage racial est un problème au Canada et au Québec, c'est-à-dire sur la question des interpellations de routine. Donc, notre Cour suprême a dû se poser la question, est-ce que le fait de donner un pouvoir comme celui qu'on donne aux policiers, c'est-à-dire de pouvoir en fait, interpeller n'importe quel véhicule pour des vérifications de routine. Donc, sans qu'on ait une raison a priori de croire que la personne qu'on intercepte est en train de commettre une infraction, est-ce que c'est constitutionnel de le faire? Est-ce que ça respecte les droits et libertés des gens qui sont au Canada? Et si ça ne le respecte pas, on doit passer à la deuxième étape et se poser la question, est-ce que dans une société qu'on appelle libre et démocratique, on peut justifier de telles interventions. Ce qui est intéressant et la réflexion que j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est qu'en 1990, 5 juges se sont positionnés pour et 4 juges se sont positionnés contre. Et parmi les raisons qui motivaient la dissidence qui a été écrite par le juge Sopinka à l'époque de se positionner contre les interpellations de routine, c'est notamment parce qu'on s'est dit, ce qu'on est en train de faire,
c'est de donner en fait un pouvoir absolu à un policier. On dit à un policier, vous pouvez intercepter n'importe quel véhicule, n'importe où, n'importe quand, sans aucun motif. Et bien entendu, les motifs qui peuvent être relayés par un policier, ce sera toujours des motifs a priori qui sont fondés sur qu'est-ce qui est permis dans le code de la sécurité routière. Mais vous comprenez qu'on crée à même la loi un environnement dans lequel on permet à un policier, à un employé de l'État, à quelqu'un qui est en fait à la charge d'exécuter la loi, de pouvoir exécuter en fait, de faire son travail sans presque aucune balise, sans presque aucun équilibre, sans presque aucun contrepoids. Donc, pour répondre à ta question, Selena, est-ce que le profilage racial existe? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Nous, à la clinique juridique de Saint-Michel, on a dû, surtout après ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, on a dû faire face à beaucoup de personnes qui se disaient ben, vous êtes en train, en fait, de parler d'un problème qui n'existe pas au Québec. Un problème a priori qui existe aux États-Unis. Et ce que vous essayez de faire, c'est de prendre un concept qui existe aux États-Unis et de le ramener ici au Canada pour, en fait, avec des concepts qui sont tout à fait différents. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, vous dites que le profilage racial n'existe pas, nous, on va vous le prouver. Et on a fait un test qui est simple. On a organisé le 20 juin 2020 un marathon en ligne de témoignages. Et pendant ce marathon, il y a eu en fait 51 personnes, 51 victimes, pendant 12 heures de temps, qui sont venues, qui ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu. Et les 51 personnes, ce ne sont pas les seules qui voulaient témoigner. Parce que pour vous dire la vérité, on avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient en attente, mais les 12 heures étaient insuffisantes pour pouvoir tous les faire parler. Donc, je pourrais élaborer longtemps, mais ce que j'aimerais que vous compreniez d'abord et avant tout, c'est que le profilage racial, c'est une problématique qu'on a ici au Québec et au Canada. Notre code de la sécurité routière et les lois qui existent permettent que ça se passe. Et à notre sens, et j'y reviendrai si tu as d'autres questions supplémentaires là-dessus, Selena, je pense qu'il y a des modifications législatives importantes, des réformes importantes qui doivent être emmenées pour qu'on puisse passer d'un spectre à un autre. Merci beaucoup pour votre réponse. Et puis, juste pour continuer cette conversation, je pense qu'au lieu de ceux qui n'ont jamais fait l'expérience ou qui ne connaissent personne ayant vécu cette situation, le profilage racial peut nous sembler qu'un petit inconvénient Voilà. jour à jour, mais le phénomène est beaucoup plus grave qu'un simple ennui. Je pense que nous sommes tous d'accord avec ça. Donc, quelles sont les conséquences réelles et directes de ces actions et ces expériences? Mais regarde, une réalité à laquelle tu n'es pas confronté personnellement, elle n'existe pas pour toi. Elle existe dans la bouche des autres, dans les témoignages que tu reçois des autres, mais personnellement, il faut être en mesure de faire preuve d'empathie et de compréhension pour comprendre que le profilage racial crée des victimes importantes. Okay? Je vais vous raconter l'histoire de une ou deux personnes qui sont des cas réels avec lesquels j'ai été confronté. Notamment, il y a un des cas que nous avons eu lors de notre marathon. C'est un jeune homme qui venait de déménager dans quelque part au Québec. Je ne préfère pas citer où exactement. Et puis, à tous les jours, ben dans un endroit où est-ce que majoritairement, c'est des personnes blanches qui habitent, et à tous les jours, pendant 30 jours, il s'est fait intercepter par le même policier pour une vérification de routine. À tous les jours. Avec ses enfants qui étaient présents dans l'auto, à chaque matin, lorsqu'il se déplaçait pour aller amener ses enfants à l'école. Et on se pose la question, qu'est-ce que ça crée comme effet chez les victimes? Une des choses que nous avons remarqué, je dis nous en parlant de, oui, les gens qui travaillent à la clinique juridique de Saint-Michel, mais je fais aussi référence à un des amis de la clinique, qui est Renzo Washington, qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir organiser notre pensée sur cette question-là. C'est qu'on a remarqué que les victimes font vraiment face et démontrent des signes de choc post-traumatique. C'est-à-dire qu'ils adaptent leur façon de faire, leur façon de conduire, leur façon de se comporter en public avec le stress de qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu. Moi, j'ai des clients, par exemple, Selena, qui ont arrêté de travailler, qui ont changé de ville, qui ont changé de véhicule, qui ont changé de route pour aller au travail. Des gens qui vivent avec un stress constant de se faire intercepter. J'ai des clients, par exemple, qui ont arrêté tout simplement de conduire, qui ne conduisent plus leur véhicule
parce qu'ils comptent 100, 200 interceptions de routine au long de leur carrière de conduite. Vous comprenez? Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait face à cette problématique-là comme étant des personnes noires, mais c'est une problématique qui touche les Noirs, qui touche les personnes racisées, les Arabes, qui touche les Autochtones. C'est vrai que les Noirs sont surreprésentés, mais je pense que c'est important de ne pas oublier que ce n'est pas seulement une question des communautés noires, mais aussi des communautés arabes, aussi des communautés autochtones qui font face à cette problématique-là et qui, à la fin, qui portent des séquelles qui sont importantes, qui leur demandent en fait de changer tout leur mode de vie parce qu'ils font face à des interpellations quotidiennes. Et c'est un problème qui est très important. Merci encore pour votre réponse. Donc, oui, pour moi, en faisant de la recherche un peu sur ce sujet, j'ai trouvé qu'entre 2014 et 2019, il y avait sur les 428 plaintes pour le profilage racial acceptées par le commissaire à la déontologie policière au Québec, seulement 13 ont mené à une décision formelle. Donc, seulement un petit nombre. Donc, pour ceux qui se trouvent malheureusement comme victimes du profilage racial, je crois que cela peut miner gravement la confiance de la population à l'égard des institutions qui est là pour leur protéger. Donc, alors, quel conseil donneriez-vous à ces personnes qui ont vécu le profilage racial et ou qui ont maintenant une méfiance accrue à l'égard de la police et le système de justice pénale plutôt dans son ensemble? Ce que tu présentes comme statistique m'amène à réfléchir sur un conseil que je donne toujours aux gens et ça me réconforte sur la nécessité d'une action collective au sein de nos communautés qui sont des communautés qui sont brimées par une certaine portion des services de l'ordre. Parce que, je t'explique, tu fais état du fait que seulement 13 décisions sur 428 plaintes qui ont été portées ont mené à une décision. Le processus même de la déontologie policière, à notre sens, notre position à la clinique juridique de Saint-Michel, elle devrait être totalement réformée. Parce que le processus de 1 est opaque. Le processus ne permet pas vraiment aux victimes de pouvoir, de A à Z, être impliquées dans la prise de décision qui va être faite. Et j'ai tendance à croire, et ça c'est une position personnelle, que le processus est construit même pour protéger les policiers à la place de protéger les personnes qui sont victimes. Je vous explique, c'est que la plupart des ordres déontologiques, des ordres professionnels, comme moi par exemple, comme avocat, je fais partie d'un ordre qui est le Barreau du Québec. Et le Barreau du Québec a comme mission non pas de me protéger comme avocat, mais en fait de protéger le public. Donc de s'assurer que le public reçoive des services adéquats de la part des avocats qui exercent leur pratique. Parce qu'un professionnel, et être un professionnel, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Mais le processus déontologique au niveau des policiers semble être construit de manière différente. Parce que de un, il y a une conciliation qui est presque imposée aux gens. Et par la suite, les recours internes, la révision interne et les recours devant la Cour supérieure qui permettent de faire réviser une décision qui a été rendue par le commissaire de fermer ou non un dossier sont très compliqués. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que les gens devraient faire? Personnellement, j'ai commencé à réfléchir à tout ça après George Floyd et j'en suis venu à la conclusion que pour pouvoir faire changer les choses, il faut utiliser de manière très active nos tribunaux. Moi, bien entendu, les solutions que je propose, ce sont des solutions légales. Je suis un avocat. Des gens comme Will Prosper, que j'ai très hâte d'entendre un peu plus tard, ou comme Franz Walter, peut-être pourront amener des solutions qui sont plus de nature militante. Mais les solutions que nous mettons de l'avant à la clinique juridique de Saint-Michel sont des solutions légales. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, pour ceux et celles qui sont accusés au niveau pénal et criminel, au niveau pénal, donc qui reçoivent des contraventions, je donne le conseil aux gens de contester leurs contraventions quand ils pensent qu'ils ont été victimes de profilage racial. L'avantage d'avoir, par exemple, une clinique comme la nôtre qui s'implique dans ce genre de dossier-là, c'est justement parce que nous avons des équipes qui sont formées, qui permettent de pouvoir aider et assister les avocats qui prennent ces dossiers-là pour justement faire diminuer le coût de la représentation. Donc, c'est un avantage vraiment important. Ensuite, au niveau criminel, c'est toujours important au niveau criminel, on conseille aux gens, vous devez être présentés et faire valoir vos droits, contester les motifs d'intervention pour pouvoir demander des arrêts des procédures au niveau des tribunaux. Au niveau de la déontologie, c'est vrai que le nombre de décisions est très faible, mais je donne le conseil aux gens de quand même porter plainte
portez plainte au niveau de la Commission des droits de la personne et saisissez les tribunaux civils. Et je crois que si, de manière générale, on peut passer, par exemple, dans une année X, où est-ce qu'on a eu 100 ou 200 plaintes, à une année Y, où est-ce qu'on se retrouve à 400, 500 plaintes, au fur et à mesure, on peut espérer que la jurisprudence va s'adapter, que les tribunaux vont s'adapter et de plus en plus, on va commencer à recevoir des décisions qui vont dans le sens de où est-ce que la société est rendue, donc de constater le problème, de le condamner et bien sûr de réparer le tort qui est fait aux victimes. Donc, merci beaucoup pour vos réponses et le travail que vous faites ici à Québec et à la clinique de Saint-Michel. Je pense que c'est super important et très nécessaire pour continuer notre lutte. Et n'oubliez pas pour les participants de poser des questions pour Maître Belton dans la section en bas. Et maintenant, on va passer à notre deuxième conférencier. Donc, je vous présente M. Franz Volter. Il est historien, politologue et directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. C'est un organisme qui répond à la vocation du Centre de documentation en offrant à Montréal de la documentation sur Haïti, ainsi que la diaspora caribéenne et la communauté afro-canadienne. Donc, bienvenue, M. Volter. J'ai aussi préparé quelques petites questions pour vous. Donc, d'abord, est-ce que vous pensez que notre système pénitentiaire cible de façon disproportionnée des citoyens issus de certains groupes démographiques, par exemple des personnes racisées? Et pourquoi est-ce que son incidence est ainsi particulièrement négative sur ces citoyens et leur communauté? Bon, je crois que comme l'a souligné Maître Belton, il y a une disproportion entre le nombre de gens issus non seulement des communautés noires, mais aussi des communautés racisées, latino-américaines, arabes, dans le système pénitentiaire, et donc qui sont passés au travers du système judiciaire. Et effectivement, pendant des années, moi, je vais donner des cours et rencontrer dans le système pénitentiaire des prisonniers issus de ces communautés. Et on se rend compte, même empiriquement, qu'il y a une disproportion de gens. Et il faut l'expliquer historiquement aussi. C'est-à-dire, ce système s'est construit dans la négation de l'existence même, que ce soit des communautés autochtones, que ce soit des communautés noires, que ce soit des communautés asiatiques d'abord, et ça s'est étendu à l'ensemble d'un certain nombre de communautés racisées. Et je m'explique. Il faut comprendre que la conquête a signifié d'abord l'exclusion des autochtones, et ce, dans toutes les Amériques. Et pour légitimer cette conquête, il a fallu construire en Occident, parce que les pays sont en contact, les idées circulent, il a fallu construire une idéologie qui justifiait le fait qu'on pouvait assujettir des communautés qu'on venait de conquérir. Parce que, et sans remonter très loin, je rappellerai à tout le monde une fameuse polémique qui a eu lieu, un débat à l'université de Valladolid en Espagne entre Ginés de Sepúlveda, un aristotélicien, et face à Las Casas. Et quelle était la question débattue à l'époque? Nous sommes au XVIe siècle. Mais la question débattue, est-ce que les Indiens ont une âme? Vous savez, la façon même de nommer les gens, ça a commencé comme cela. Plus tard, l'extermination dans certaines régions des autochtones a conduit à développer un système d'esclavage. Il fallait bien légitimer ce système. On a commencé par légitimer ce système en disant que les esclaves noirs, donc les gens esclavisés, ils étaient au départ des délinquants, des sorciers, des pratiquants, et que l'esclavage venait, n'est-ce pas, leur permettre de sauver leur âme. Au XVIIIe siècle, quand l'Europe rentre dans une phase, je dirais, pré-scientifique, ou même avec le développement de la science, on a développé avec le comte de Buffon en France et un naturaliste suédois, Linné,
un système de classification qui va durer jusqu'à nos jours, dans le sens d'une hiérarchisation de ce qu'on appelait des races. On est en avant de la génétique qui montrera tout ça, c'est de la foutaise, mais il y a une construction. Or, les institutions reflètent ces pratiques. Par exemple, quand il y a, vous êtes Selena à Vancouver, vous savez très bien quand il y a eu la soumission et la colonisation de Vancouver, eh bien, des autochtones qui pratiquaient et qui avaient certaines pratiques donc de répartition de leurs biens dans des pratiques rituelles, eh bien, ils ont été condamnés pour continuer à exercer leurs pratiques. Ne revenons pas sur la question des pensionnats indigènes, ça ne date pas d'il y a 1000 ans, ça date d'hier. On voit avec tous les cas. N'oublions pas que le Canada, comme Dominion, a été fondé et un des pères, entre guillemets, fondateurs, MacDonald, eh bien, c'était le Keep Canada White, que tous ceux qui n'étaient pas, le white étant défini comme européen, n'étaient pas européens, ben, il était exclu. Donc, on voit comment toute cette idéologie traverse toutes les institutions. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui, ce n'est pas simplement de dire qu'on va changer les lois, il y a au-delà, même pour changer les lois, il y a la nécessité d'une décolonisation de la pensée, il y a la nécessité de remettre en question certains modes de fonctionnement des institutions, parce que les gens intègrent, et dans le cas du système de justice, c'est le front line, c'est le point de contact du citoyen avec l'ensemble du système. Mais on pourrait l'étendre, hein, la discrimination dans le logement, la discrimination, c'est-à-dire dans les institutions scolaires. Donc, si on s'arrête là dans le système de justice, on voit très bien que le système de justice a été construit sur la base d'une exclusion d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire autochtones. Plus tard, ça s'est élargi à des groupes, que ce soit noirs, que ce soit asiatiques, que ce soit aujourd'hui musulmans. Donc, comment remettre tout cela en question? Comment ouvrir un débat pour permettre une avancée? Et nous, quand le centre a été formé en 1983, notre première activité majeure a été, et on a eu beaucoup de difficultés à l'organiser, un colloque qu'on avait fait sur ethnicité, racisme et société. Parce que on s'est rendu compte que ce sont des problèmes fondamentaux. Et je dirais, c'est terrible, mais 37 ans plus tard, certes, on a fait un pas en avant, mais quand vous faites un pas en avant, vous ne savez pas si vous avez fait un demi-pas en arrière ou un pas en entier en arrière. Les questions qui se posent aujourd'hui dans cette société, certainement ne se posent pas de la même façon aux États-Unis, mais on est traversé par la même idéologie, avec des répercussions différentes. Mais on pourrait aussi voir qu'aux États-Unis, la question du racisme va se poser différemment au Connecticut, au Maine, qu'elle se pose dans le sud des États-Unis, où se sont développées des sociétés de plantation. Ici aussi, il faut se rendre compte, il y a eu pendant une discrimination et extermination, on le sait par exemple dans tout l'Ouest canadien, comment, et ça c'est McDonald's, hein, comment il y a eu création de famines artificielles qui ont touché les groupes autochtones du Manitoba, de la Saskatchewan, comment aussi, par exemple, il y a eu cette répression contre les métis et l'affaire Louis Riel. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est un phénomène global. Elle opère avec des rythmes différents. L'histoire n'opère jamais dans tous les pays de la même façon. Mais ce sont des questions que nous nous posons, qu'il faut nous poser, et il y a des pratiques qu'il faut changer. Et donc, certainement, il faut passer par le système légal, Maître Belton l'a souligné, mais il faut aussi que les groupes racisés se mobilisent, il faut qu'ils prennent conscience. Et je vais terminer pour l'instant avec cette question. Quand on a créé ce centre de documentation, c'est absolument anormal
et ça c'est peut-être une problématique plus particulière au Québec, qu'avec une présence aussi importante dans la ville de Montréal de minorités, par exemple noires, caribéennes donc, et africaines aujourd'hui, eh bien qu'il n'y a eu aucun centre, qu'il n'y avait aucune documentation ouverte et disponible sur ces communautés. Nous, quand on a dit, moi à l'époque j'enseignais sur l'Amérique latine, j'enseignais à l'UQAM, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il faut quelque part créer un centre pour documenter notre propre histoire. Parce qu'effectivement, si vous ne documentez pas votre propre histoire, c'est le regard de l'autre qui vous définit. Et le regard de l'autre a tendance à vous essentialiser. Pour eux, il y a une essence du noir, et c'est pourquoi les idéologies racistes peuvent facilement se imprégner toute la société, parce que on est en face d'une définition qui essentialise les gens, qui disent, bon voilà, les Noirs c'est comme ça, les autochtones sont comme ça, les Asiatiques sont comme ça, les musulmans sont comme ça. C'est cette généralisation qui conduit à des pratiques aussi discriminatoires. Et des fois, quand on parle de ce racisme qui fonctionne de façon systémique, c'est parce que les gens ont intériorisé des normes, des comportements, et l'institution, c'était comme un peu, si je fais une comparaison, le rapport avec le sexisme. La définition qu'on avait et qui était dominante sur les femmes. Donc, les gens intériorisent tout ça et pratiquent et estiment légitime de discriminer des groupes et le discours va s'inverser parce qu'on va définir que ces groupes racisés, en fait, veulent prendre le contrôle de la société. Regardez comment vous n'avez qu'à lire les articles et décoder les articles du Journal de Montréal, vous verrez comment ces gens qui sont dominants construisent leur argumentaire en disant ce sont les groupes dominés, qui n'ont aucun pouvoir d'ailleurs, qui veulent imposer leurs normes. Or, vous vous rendez compte, par exemple, quand quelqu'un avait défini cette catégorie en disant les minorités visibles. Alors on disait les minorités visibles. Ça veut dire quoi les minorités visibles? Visible, c'est quoi? Donc les mots que nous utilisons sont chargés aussi de préjugés et il nous faut déconstruire tout cela. Alors pour finir, la question c'est comment expliquer, sinon à travers tout cet ensemble de mécanismes, ce phénomène. Maître Belton en a parlé, le fait même qu'un groupe de jeunes se retrouve dans la rue à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies ou à Toronto, et la police, quand elle arrive, elle interprète, que ce soit 4 ou 5 qui sont là, elle interprète que ces groupes-là, on peut les interpeller parce qu'il n'y aura pas de conséquences. Et moi, on a observé par exemple que c'était à Saint-Léonard que quelqu'un marche dans la rue et elle appelle le 911 en disant « Je suis poursuivi par des groupes de jeunes noirs ». On l'a vu récemment aussi à New York, on le voit à Paris, et dit « Et la police arrive, interpelle ces jeunes qui sont en train de marcher sur leur route. Il se trouve que si l'un d'entre eux avait eu affaire avant avec le système de police, eh bien, il rentre dans un circuit où il ne pourra plus s'échapper. » D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et moi, ce que j'ai vraiment souligné, c'est que vous parlez des différentes formes que le racisme prend ici au Canada versus, par exemple, les États-Unis et comment ça varie un peu du contexte. Donc, si on parle précisément sur le Canada et peut-être du Québec, est-ce que vous pouvez élaborer sur les autres formes du racisme qui se manifestent dans nos institutions, non seulement judiciaires, ce qu'on a parlé beaucoup avec le profilage racial, mais aussi dans les institutions éducatives et même dans le champ d'affaires ou gouvernemental. Et vous avez parlé un peu du processus de décolonisation, mais qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau plutôt individuel pour essayer de combattre ces formes de racisme?
je crois que, bon, au niveau individuel, je pense que M. Belton l'a souligné, si vous avez une expérience de discrimination, dénoncez-le, parlez haut et fort, cherchez les mécanismes, allez voir les organismes communautaires ou les organismes qui travaillent sur ça. Par exemple, des centres comme le CRA ou comme la clinique de Maître Belton travaillent sur ces dossiers. Il ne faut pas rester silencieux parce qu'effectivement, ceux qui discriminent jouent sur le fait que les individus victimes du racisme, eh bien, ils se tairont, ils fermeront leur gueule. Ça a été la même chose dans les cas de viol. Il a fallu peut-être jusqu'au mouvement MeToo que des gens commencent à dénoncer des pratiques. Et le système a tout un certain nombre de mécanismes pour pouvoir faire que ceux qui font et ont des pratiques discriminatoires ou ont des pratiques de violence vis-à-vis de certaines catégories, que ce soit les femmes ou les catégories et racisées, eh bien, les gens finissent par penser nous ne pouvons rien faire parce que c'est trop difficile, on nous demande tellement de preuves et je crois que dans certains cas, c'est toujours nécessaire et c'est peut-être le rôle de nos institutions communautaires de pouvoir permettre que les victimes aient la possibilité de s'exprimer. Mais il est important aussi que globalement, ces communautés manifestent aussi leur refus d'accepter un ordre profondément injuste. Parce que n'oublions pas que pendant très longtemps, l'esclavage était légal. Hein, et certaines pratiques étaient acceptées par la société. Il a fallu un combat de tous les jours, un combat pendant des générations pour que l'on finisse par abolir l'esclavage, pour que l'on puisse reconnaître que ça a été une pratique terrible, celle par exemple des pensionnats autochtones, où l'on interdisait aux autochtones de parler leur langue. Ça a été des pratiques discriminatoires quant à l'immigration. Pendant tout le 19e siècle et jusque dans les années 50, c'était le Keep Canada White. Et donc, il y a eu plein qui sont encore, qui imprègnent encore toutes ces idéologies, les institutions. Quand les gens questionnent, par exemple, le blackface, les gens oublient que ce sont des pratiques qui certainement étaient plus populaires aux États-Unis, mais qui ont été présentes aussi ici. Les gens oublient que pendant tout le 19e siècle, et je dirais jusqu'aux dernières expositions coloniales avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait ce qu'on appelle des zoos humains, où on exhibait des Inuits, on exhibait des Cris, on exhibait des groupes, des Africains et des Asiatiques, pour bien montrer la supériorité occidentale. Et cela, ça a touché toutes les sociétés occidentales. Donc, c'est tout un questionnement de certaines pratiques et cette histoire commence à être connue, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la parole, il y a des gens qui dénoncent. Vous savez, un écrivain nigérien disait toujours, le jour où les lions écriront l'histoire, eh bien, ce sera une vision très différente de celle écrite par les chasseurs. D'accord, merci pour vos réponses. Je pense que cette citation est un bon point. C'est surtout important à souligner et merci. Et n'oubliez pas aux participants de mettre vos questions dans la section QR. Je vois qu'on a déjà quelqu'un là. Et finalement, pour notre conférence, je vous présente M. Will Prosper. Il est un documentariste, un journaliste et militant des droits civiques et humains. Il est aussi le cofondateur du mouvement Montréal-Nord République et du forum Social Headstone. Bon, bienvenue, M. Prosper. Merci pour l'invitation.
J'aimerais saluer Franz Voltaire pour tout son travail et d'archivage fort nécessaire. Je pense que c'est important d'avoir cette mémoire-là, qu'elle soit préservée. Je salue aussi Fernando Belton pour tout le travail qu'il fait en Cantalien au profilage racial. Puis j'aimerais vraiment prendre le temps de saluer tous les gens avant nous et avant moi plutôt, qui ont lutté, milité pendant des années contre le racisme systémique, contre le profilage racial. Et surtout dire que des fois, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir écœuré, on peut se sentir tanné, puis c'est souvent le feeling que j'ai, particulièrement dernièrement. Mais tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, par nos ancêtres, c'était pour qu'on soit dans une meilleure situation. Et si on abandonne ce travail-là aujourd'hui, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout le travail qui a été fait par les autres personnes. Donc moi, je me présente. On a beaucoup travaillé à fonder l'organisme Hoodstock, que certaines personnes connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. Je vais vous présenter un peu. Puis n'hésitez pas à me poser des questions aussi par la suite, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tout ça a commencé véritablement en 2008, suite à la mort de Freddy Villanueva à Montréal-Nord, où est-ce que Freddy Villanueva a été tiré par l'agent Jean-Loup Lapointe lorsqu'il jouait dans un parc en plein été. Puis il faut que je vous montre quand même une photo de background qui va vous expliquer un peu ça ressemble à quoi le quartier dans lequel c'est arrivé. Et ça, vous voyez ce quartier-là? Ben, ça, c'est le quartier nord-est à Montréal-Nord. Comment il a été construit, comment il a été designé, comment il a été bâti. Et ce que vous voyez là, ben, ça, c'est l'endroit un peu plus loin à la droite de l'écran où est-ce qu'il y a le parc Henri Bourassa. Et c'est l'endroit où est-ce que présentement, à Montréal, au Québec et au Canada, il y a quelques mois de ça, ben, c'était l'endroit où est-ce qu'il y avait le plus haut taux de contamination par coronavirus communautaire. Et on peut comprendre qu'on voit ce design-là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal qu'on a des quartiers comme ça qui semblent si peu vivants. Et ce quartier-là encore, ben, malheureusement, il y a beaucoup d'enjeux qui se représentent, qu'on revoit encore aujourd'hui. Et quand il fait chaud dans une journée d'été, puis on est pris dans un appartement, la première chose qu'on veut faire, c'est d'aller dans un parc. Et c'est ce que la famille Villanueva, c'est ce que Danny, Freddy et d'autres jeunes sont allés faire cet après-midi-là, en 2008, d'aller jouer dans un parc. Il y a un policier qui a tourné le coin de l'aréna. Et en voyant les jeunes qui étaient ensemble, ben, le policier a décidé de venir les interpeller. Et 54 secondes plus tard, aucun des jeunes n'étant armé, ben, le policier a tiré sur Freddy Villanueva, qui va décédé de ses blessures. Mais en même temps, il faut prendre en considération qu'il y a deux autres jeunes aussi qui ont été tirés. Il y en a un qui s'est fait tirer dans l'épaule. Il y a un autre jeune qui s'est sauvé. Lui, il a vu que le policier a commencé à tirer. Il s'est sauvé, puis il a reçu une balle à plus de 2 mètres. Comment on fait pour savoir que c'est plus à plus de 2 mètres? Bien, la raison principale, c'est qu'on n'a pas trouvé de traces de poudre sur le dos de la personne, sur ses vêtements et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que la personne était à plus de 2 mètres, mais pouvait être à 10 mètres aussi. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, quelle est la véritable menace d'une personne qui est si loin que ça du policier? À ce jour-ci, on se pose la question. Et moi, de mémoire d'homme, si je regarde même les incidents où est-ce qu'il y a eu des morts d'hommes par des policiers aux États-Unis, dans le reste du Canada, je ne connais pas un endroit où est-ce qu'il y a 3 personnes qui se font tirer par un policier. La seule histoire que je connais qui existe comme ça, c'est celle qui s'est produite à Montréal-Nord en 2008. Et par la suite, le lendemain, les gens, en entendant cette nouvelle-là, en sachant que les jeunes n'étaient pas armés, en sachant que les jeunes n'ont pas attaqué le policier, puis il y a une enquête du coroner qui va démontrer aussi qu'il y a plus de 50 témoins qui ont vu la situation et qui n'ont jamais vu aucun des jeunes toucher au policier quand il a tiré. Bien, le lendemain, il y a eu une émeute dans ce même quartier-là que vous voyez. Et le quartier était littéralement en feu. Et c'est la plus grosse émeute raciale qu'il y a eu au Québec, au Canada aussi, en lien avec une fusillade policière. Et c'est de là qu'est sorti Montréal-Nord-République, c'est de là qu'est sorti Woodstock. Et nous, ce qu'on a commencé à faire l'année suivante, puis même à partir de ce moment-là, bien, c'est de demander une enquête du coroner, de faire en sorte qu'on lutte contre les injustices qu'il y avait dans le quartier, de faire en sorte qu'on mobilise la population, surtout les jeunes, pour canaliser l'énergie, puis essayer de bâtir quelque chose qui va amener des solutions véritables. Et ça, c'était la naissance du combat de Montréal-Nord-République qui s'est transformé un peu à Woodstock par la suite. Et aujourd'hui, Woodstock est un peu, je pourrais dire, un endroit qui crée des espaces de dialogue sécuritaires et dynamiques pour la communauté. Et je vais vous donner des exemples des actions qu'on fait un peu plus tard, mais c'était juste pour vous dire un peu c'est quoi la réalité de ce quartier-là qui est Montréal-Nord. Et ça ne représente pas tout Montréal-Nord, bien sûr. On s'entend qu'il y a des grandes différences un peu partout dans les différents endroits. Mais sachez, particulièrement à Montréal-Nord,
le taux de pauvreté est quand même assez élevé. Plus de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a un taux de décrochage qui est assez élevé, il y a un taux de chômage qui est assez élevé, il y a un manque d'accès à certains services, il y a une surpopulation dans certains endroits comme ce quartier-là. Ça, c'est le quartier le plus densément peuplé que vous allez voir au Canada. Donc, toutes ces réalités-là font en sorte que, malheureusement, il y a des situations qui sont quand même assez difficiles. Et vu qu'on a de plus en plus de personnes qui sont issues de l'immigration qui y résident aussi, mais on est plus surveillé aussi par la police. Et en étant plus surveillé par la police, bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui se font beaucoup plus criminaliser. Mais ce n'est pas seulement la police. Hein. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que je pense que c'est important aussi de partager cette vidéo-là dans ce qui s'est produit dernièrement à l'école Henri Bourassa, où est-ce qu'il y avait des jeunes qui allaient à cette école-là, dans ces quartiers très divers, et ils ont eu à faire face à un professeur, mais je vous expliquerai la situation un peu plus par la suite pour que vous puissiez voir de manière adéquate. Fait que je vais juste le grossir pour que vous puissiez le voir et le faire jouer. Je ne sais pas si on entend le son quand ça joue. J'espère que oui. Je me souviens, en fait, en particulier d'un élève, c'était le seul élève noir qui était dans notre classe, puis il rigolait souvent avec lui en disant que s'il fait noir, puis si je sors lumière de la classe, puis il va faire noir, on va plus te voir. Ouais. Tu vas souvent ressortir quand ça va être l'hiver, quand ça va être l'hiver dehors, puis tout est blanc, ben, tu ressors facilement. Il le faisait constamment, puis on voyait vraiment le malaise de l'élève dans la classe. Le prof m'arrête. Il me pose la question, est-ce que je sais c'est quoi une suffragette? J'ai 15 ans. J'ai pas encore cette connaissance. Je réponds non. Qu'est-ce que le prof m'a répondu? Si tu m'écoutais, tu serais moins conne. Lorsqu'il m'a traité de conne devant toute la classe, une classe bondée de 30 autres élèves, je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis presque sentie conne. Il utilisait aussi le mot en haine pour cibler la communauté noire. Même si c'est une école qui est super multiculturelle, il y a toutes les ethnicités, il y a du monde de partout dans le monde qui sont ici. Et il y a de plein respect pour nous en tant qu'étudiants. Moi, je ne me sentais jamais respectée, je ne me sentais jamais à ma place. J'avais toujours de la misère à assister à ces cours. J'ai détesté me réveiller le matin pour aller me voir, justement. Je suis présentement étudiante de ce professeur, Henri Bourassa. Et il a commencé l'année en utilisant du capacitisme, en utilisant les mots retardés, trisomiques et déficients pour insulter ses élèves. Plusieurs reprises, il utilisait le mot sauvage pour décrire les gens des Premières Nations. Quand on mentionnait Hitler, lors de nos cours d'histoire, il faisait le salut nazi devant des jeunes de 15 ans. C'était une blague. Certains prenaient offense, évidemment, à ce geste. Et donc, comme vous le voyez, ce type de propos par un professeur, puis vous pourrez aller voir la vidéo, là, je vous invite vraiment à y aller sur la page des Béliers solidaires. C'est une école Henri Bourassa. Dans le quartier que je vous ai montré la photo tantôt, c'est exactement situé à la droite de ça. Donc, c'est carrément là. Et on a un professeur pendant 10 ans qui a eu des propos racistes, haineux, sexistes, homophobes à l'égard des élèves, qui avait même des caricatures sur sa porte qui étaient islamophobes, qui étaient racistes. Et les autres professeurs pouvaient voir ça. Il y a eu des élèves qui ont fait des plaintes à la direction à maintes reprises pour dire, ben, ce professeur-là, il est en train d'utiliser le N-word, il est en train de faire certaines actions, et rien n'était fait dans cette école-là. On passe à travers des centaines d'élèves qui ont dû avoir subir ce sort-là et qui grandissent dans ce quartier-là. Souvent, on pense souvent à la police pour le profilage racial, pour le racisme systémique, mais même dans nos écoles, c'est quelque chose qui a lieu. Et moi, je vais vous donner une idée d'une étude qui a été faite à Toronto qui mentionnait que 50% des personnes qui étaient expulsées des écoles, pas suspendues, là, expulsées des écoles, 50% des personnes expulsées dans la ville de Toronto, c'était des personnes noires. Mais les personnes noires représentaient 14% de la population. Pourquoi il y a une aussi grande disproportion de la part de ces élèves-là dans nos écoles pour être expulsés de nos écoles? C'est quoi l'avenir que ces jeunes-là vont avoir par la suite? On est en train de le compromettre. Une fois que tu es expulsé de l'école, ben à ce moment-là, tu tombes dans d'autres réalités qui sont beaucoup plus difficiles avec la rue. Donc, quand on a un système qui te surveille dès la garderie, je dirais, qui va aller au primaire, qui va aller jusqu'au secondaire, ça va avoir des impacts incommensurables sur la vie de ces personnes-là. Et on se ramasse même dans des endroits où est-ce qu'on a un professeur qui est ouvertement raciste, où est-ce que tu as des élèves qui font des plaintes, et il n'y a rien qui est fait dans le cadre pour protéger ces personnes-là. Et qu'est-ce qui arrive au Québec? Ben, on a un débat pour savoir, ben, est-ce qu'on devrait utiliser le N-word parce que c'est ça qui est le plus important? Mais qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces actions-là qui ont été complètement
invisibilisé par rapport à des élèves pendant des années qui ont subi ces conséquences-là, des gens qui grandissent dans ce type de quartier-là. Puis, tu sais, même dans les quartiers où il n'y a pas des grandes populations de personnes noires, ben, l'impact est aussi grand. Il y avait une étude qui était sortie pour dire qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est une partie un peu plus à l'ouest de l'île de Montréal, où est-ce que seulement 1% de la population qui est là, ben, la police contrôle, dans leur contrôle, les interpellations aléatoires des personnes, ben, le nombre de personnes noires qu'elle interpellait, il y en avait 15%. Ça veut dire que même quand il y a moins de noirs, tu es plus sujet à te faire contrôler ou à subir des injustices de la part de ce monde-là. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire à Woodstock, c'est de créer différents événements pour mobiliser la population, pour avoir des activités qui vont faire en sorte que on suscite l'attention des gens pour dire, bon, voici ce qui devrait être fait pour lutter contre des cas comme le racisme systémique. On va aller même dans l'école Henri Bourassa, puis je vais vous montrer une autre vidéo. Là, j'ai comme 2 dernières vidéos que je vous montre, juste pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi le travail de l'équipe de Woodstock et tous les gens qui sont alentour de ça. La vidéo, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez un peu Chris Boucher. Chris Boucher, c'est un joueur des Raptors de Toronto qui a bien sûr gagné avec les Raptors au basketball l'année passée. Et c'est quelqu'un qui a grandi dans le quartier de Montréal-Nord. C'est quelqu'un qui est allé à cette école-là et qui, lui aussi, a subi certaines actions où est-ce qu'il n'y avait justement pas les services adéquats pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais juste vous montrer une vidéo de ce qu'on a pu faire à ce moment-là. Je sais qu'il ne me reste plus trop de temps, donc je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir. C'est une des actions que Woodstock fait. Hey guys, c'est Chris Boucher des Toronto Raptors. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit cadeau à certains parmi vous. Je sais que les moments sont durs avec COVID-19, alors j'ai décidé de vous acheter un sac à dos avec des crayons. Moi, durant mon temps, j'ai eu des moments difficiles et c'était dur d'avoir le matériel disponible. Alors, j'ai décidé de vous donner un petit cadeau comme ça. C'est important d'aller à l'école. Ça a sauvé ma vie et ça sauve la vie de beaucoup de gens. Pour battre COVID-19, je pense qu'on peut le faire ensemble. Alors, portez vos masques, respectez les social distancing et puis on va battre le virus ensemble. Passez une bonne année. Peace. Salut, je suis Cassandra Exhumé de l'organisme Woodstock et Nora Jones de Nassama. On a vraiment une très belle journée aujourd'hui. Il y a Chris Boucher des Raptors. Vous avez donné 40 sacs à dos. On aura contacté à quelques semaines pour vous mettre ça sur le pied. On a choisi 2 écoles. Oui, Henri Bourassa, école secondaire, Jules Verne, école primaire. Donc, on est venu distribuer aujourd'hui, comme Cassandra l'a dit, 40 sacs avec fournitures scolaires, shorts, masques, purelles, bracelets. Du coup, les directions des écoles étaient épatées. C'était Noël avant l'heure pour nous. On est vraiment heureux du stock d'avoir pu être le canal de cette discussion. Donc, merci à vous. Merci à Chris pour les commentaires. Et on se demande qu'on va faire ça l'année prochaine. Merci encore. Merci. Yes, donc ça, c'est une des vidéos. Il faut comprendre que tout ce qui s'est produit dernièrement en lien avec le coronavirus, nous, ce qu'on a vu dans notre communauté, c'est qu'on a été gravement frappés par rapport à ça. C'était l'endroit partout au travers le Canada où est-ce qu'on avait le plus de cas de coronavirus. Et une fois de plus, c'est Woodstock, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de ne pas attendre après les politiciens parce que la réalité, c'est que personne ne distribuait des masques avant que nous, on dise, let's go, on va distribuer des masques dans notre communauté parce que ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien qui soit fait et en sachant qu'on était la population la plus touchée par rapport à ça. Fait que nous, on a commencé à distribuer des masques, on a commencé à distribuer du gel, on a commencé à se promener dans les rues. Et en même temps qu'on se promenait dans les rues, ce qu'on réalisait, c'est que même les gens qui travaillaient pour la ville,
pour le provincial ou le fédéral, ou les organismes communautaires, il n'y avait personne de présent durant la quarantaine. Donc, les gens avaient besoin de services. Et les seules personnes qui se retrouvaient dans la rue, c'était les bénévoles, les gens qui travaillaient pour Woodstock, pour essayer d'aider la population. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des projets, des prototypes qui vont être vus un peu partout à travers le Québec. Donc, on a travaillé à avoir une équipe de sensibilisation qui va parler avec les gens, les jeunes, et ainsi de suite, pour leur dire c'est quoi les réalités du COVID. Et mais en même temps, on fait des sondages dans les différents blocs appartements pour répondre à des questions. Puis à partir de ces sondages-là, on va voir c'est quoi les solutions que les citoyens veulent avoir comme ressources si on vit une autre pandémie. Est-ce que les gens ont accès à l'Internet? Parce que ça, c'est une autre réalité. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, en n'ayant pas accès à l'Internet, bien, ça fait en sorte qu'on ne peut pas suivre nos cours comme les autres personnes. On ne peut pas aller prendre des informations comme un paquet d'autres personnes. Et présentement, ce qu'on voit, c'est à travers nos sondages, on en a fait plus de 700 dans ce quartier-là. On voit que plus de 12% de personnes n'ont pas accès à un ordinateur ou une tablette ou quoi que ce soit pour aller sur Internet. Donc, clairement, il y a un vide. Et ce qu'on fait présentement, c'est qu'on est en train de distribuer des portables pour la population, pour qu'eux commencent à avoir accès, pour que leurs enfants qui font des cours à distance par Zoom puissent entendre ce que leur prof a dit, puissent aller sur le site du ministère de l'Éducation pour avoir accès à ces ressources-là. Donc, je sais que je dois conclure la conversation, mais ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette petite présentation et merci encore pour le travail que vous faites, surtout dans votre communauté, dans cette période inconnue. C'est très nécessaire et je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous nos trois conférenciers. J'ai quelques questions qui est posées par les participants que je vais poser. C'est ouvert aux trois, donc aux personnes qui veulent répondre. Donc, la première question, c'est quel est le rôle des écoles et de l'éducation dans nos systèmes de justice et que devrait être leur rôle? Donc, c'est une question à qui veut répondre. Alors, ce que j'aimerais dire là-dessus, tout d'abord, c'est qu'une des choses que je pense qui est très nécessaire, surtout pour nos jeunes qui se trouvent à l'école primaire, mais particulièrement à ceux au secondaire, c'est d'avoir justement accès à l'information, surtout sur comment revendiquer leurs droits. Une des choses qu'on est en mesure de remarquer très souvent, c'est que les jeunes vont faire face à la justice très, très tôt dans leur vie. Et les jeunes qui viennent de certains types de quartiers vont faire face soit à la justice de manière, je veux dire, par exemple, avec une interaction avec un policier qui peut mal se dérouler, ou encore faire face à une situation dans laquelle ils ne savent pas exactement comment répondre. Je pense que l'exemple que Will a emmené avec la vidéo là, de l'école à Bourassa, c'est un exemple marquant parce qu'on doit se poser la question, comment se fait-il que dans une école à Montréal, au Québec, parce que les gens sont censés connaître leurs droits, un professeur a été en mesure, pendant près de 10 années, de commettre des actions qui sont des actions de discrimination raciale et autres types de discrimination envers des jeunes. Donc, le rôle de l'école, je pense que les écoles devraient s'intéresser à cette question-là. Puis, une des choses qu'on fait justement à la Clinique Joseph de Saint-Michel, et je pense qu'il y a d'autres organismes aussi qui s'intéressent à cette chose-là, c'est d'aller dans les écoles secondaires, de faire des conférences justement pour informer les jeunes, de sorte qu'ils puissent connaître leurs droits et savoir comment réagir face à certaines situations. Et pour renchérir sur ce que Fernando vient de mentionner, ou Maître Belton, si tu me permets de dire plus précisément, les écoles devraient être des lieux où est-ce qu'on nivelle les inégalités. La réalité, c'est qu'il y a certains parents qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources, les mêmes moyens pour doter leurs enfants d'une certaine forme d'éducation. Et à l'école, on ne devrait pas avoir ce type de clivage-là. On devrait s'assurer que dans ce lieu-là, toutes ces inégalités-là soient complètement réglées. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des écoles complètement inégalitaires, particulièrement ici au Québec, plus qu'ailleurs, dans ce système-là, où est-ce qu'on a le privé qui compétitionne avec le public. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a les élèves qui ont des enjeux, que ce soit de TDA, TDAH, qui doivent avoir des orthopédagogues, et ainsi de suite, n'ont pas le même type de service dans les écoles privées qui vont faire des examens pour faire un écrémage puis tasser ces personnes-là, ainsi de suite, et qui vont se ramasser à porter un plus grand poids dans le public. Donc, le public va devoir absorber tout ça, le public n'est pas capable, malheureusement. Et ça fait en sorte que, malheureusement, les cours sont beaucoup plus difficiles pour les professeurs puis les enseignants qui doivent faire un travail de fou pour essayer de faire cet équilibrage-là. Puis je rajouterais même que dans nos écoles publiques, comme l'école Henri Bourassa que vous venez de voir, il y a des programmes internationaux. Donc, même dans l'école, il y a un programme international, il y a un programme général,
puis un programme pour les classes d'accueil. Donc, il y a comme 3 niveaux, il y a 3 classes différentes dans ces écoles-là, et ça se sent à ces endroits-là. Et on sait qu'on n'aura pas le même type d'éducation. Et ce que je rajouterai aussi pour répondre un peu à vos questions, c'est que dans les écoles aussi, ça devrait être des lieux où est-ce qu'on apprend c'est quoi le racisme systémique. On devrait savoir c'est quoi notre histoire. On ne devrait pas avoir des livres qui sont là depuis 2001 et qui vont dire des mots comme, puis je suis désolé, mais le E-word pour les personnes qui vivent dans le Nord, donc les Inuits et ainsi de suite, c'est encore dans nos livres d'enseignement. On n'a pas encore des livres qui parlent des pensionnats autochtones. On n'a pas encore ces discussions-là sur le racisme systémique, sur le sexisme, sur la transphobie, sur l'homophobie. On n'est pas capable d'avoir ces conversations-là. Non seulement ça, on ne parle pas de nos droits, quels sont nos droits. Et je rajouterais même, d'un point de vue économique, on n'enseigne pas qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, comment qu'on le gère. On ne parle pas de paquet de choses. On évite toutes ces conversations-là, alors que ça devrait être le lieu où est-ce qu'on fait confiance aux enfants pour pouvoir avoir ces conversations-là. Et on le voit même d'une manière contraire, comme on l'a vu avec ce professeur-là, malheureusement. Merci beaucoup, vous deux, pour la réponse. Et nous avons une dernière question de Facebook et il demande comment comprendre le racisme anti-blanc. Donc, si vous pouvez fournir un peu votre perspective sur cette question. J'aimerais intervenir sur cette question. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. Le racisme, ce sont d'abord les discours racistes, ce sont des discours de pouvoir. Quel est le pouvoir? Il peut y avoir des préjugés, mais il n'y a pas de racisme anti-blanc. Parce que le racisme anti-blanc impliquerait que des groupes racisés aient un pouvoir sur la société. Or, c'était comme quand on disait ces groupes sont des minorités visibles. Ils sont visibles dans la rue, ils sont visibles dans les prisons, ils sont visibles quand on les discrimine, mais elles sont invisibles dans les sphères de décision politique, dans les sphères de décision économique, dans les sphères de décision culturelle, des institutions majeures culturelles. C'est-à-dire, en fait, il y a là un discours très facile, mais d'inverser les rôles en disant les victimes sont ceux qui vont victimiser ceux qui les victimisent. Alors, on se rend compte que ce genre de discours est un discours justificatif pour dire tout le monde est raciste. Non, tout le monde n'est pas raciste. Il y a des discours racistes, il y a des pratiques de discrimination qui sont qu'on peut évaluer, mais il n'y a pas de discours, c'est-à-dire vous n'avez pas la capacité, comme groupe racisé, d'imposer votre ordre. Cet ordre a été imposé sur vous. Ce n'est pas vous qui l'imposez à la société. Oui, si je peux rajouter sur ce que France vient de dire, je vais juste mettre une vidéo. Moi, j'aime beaucoup mettre des vidéos. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais, mais je vais la diffuser, puis au pire, j'essaierai de faire la traduction de ce qui est mentionné là-dedans. Puis souvent, quand on prend les choses à travers l'humour, je pense que ça peut nous amener à d'autres endroits qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Puis c'est une vidéo de Amer Raham. Fait que je le fais jouer. Comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amer. Hey. You get on stage, you make your jokes about white people. You say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, I would. Yeah, you should never do that. That's bad for your health. They're like, well, you do that, Amer. You do that. You get on stage, make your jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? I said no, I don't think that's reverse racism. Not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out there is no such thing as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism, and I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I do is I get in my time machine, I go back in time to before Europe colonized the world, right? And I convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America
to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China, just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just every couple of decades, make up some fake war as an excuse to go and bomb them back to the Stone Age and say it's for their own good because their culture's inferior, and just for kicks, subject white people to colored people's standards of beauty and end up hating the color of their own skin, eyes, and hair. If after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? That would be reverse racism. Donc voilà. Voilà, oui, je pense que tu soulignes ça et puis c'est intéressant parce que comme on dit, c'est pas nous quand même qui avons établi pendant 500 ans la traite négrière. C'est pas nous qui avons bombardé les villes en Irak ou dans le Moyen-Orient. C'est pas nous qui avons non plus. Là, ça, oublie ça. La première fois qu'on a utilisé ce qu'on appelle des chambres à gaz, ben, la première fois, ça a été en Haïti durant la lutte pour l'indépendance haïtienne et les Français, dans les cales des bateaux, faisaient rentrer les Noirs et avec le soufre, les asphyxiaient. Donc, il y a des pratiques, il n'y a pas très longtemps, les chambres à gaz, c'est quand même pas en Afrique qu'on les a inventées. Les camps de concentration, ce ne sont pas les Africains qui ont inventé ça. Donc, il faut assumer qu'il y a une part de cette histoire occidentale durant les 500 dernières années qui touche l'ensemble de l'Occident. Ce n'est pas nous qui avons donné aux Autochtones des couvertures avec des virus. Ce n'est pas nous qui avons non plus créé des pensionnats autochtones. Donc, il y a quelque part, il n'y a pas ni de racisme anti-blanc. Ça, c'est un discours qui tend à se déculpabiliser ou encore à inverser la proposition et dire nous ne sommes pas responsables puisque les autres aussi le pratiquent. Exact. Puis je pense que c'est une évidence crasse quand tu as tout un système encore aujourd'hui qui démontre que c'est quoi le véritable pouvoir que certaines communautés autochtones ont, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles ils vivent, les communautés noires et ainsi de suite. C'est quoi leur pouvoir qu'ils ont véritablement sur les institutions? Est-ce que eux, il y a des premiers ministres qui refusent de dire que le racisme systémique existe? Est-ce que c'est nous qui empêchons de faire ça? Moi, si j'ai des préjugés contre les personnes blanches, puis je dis, les personnes blanches, comme dans la vidéo un peu, là, faire ce commentaire-là, je pourrais dire certaines choses, mais ça leur empêcherait de faire quoi dans la société? Est-ce qu'ils vont avoir plus de difficultés à se trouver un logement? Est-ce qu'ils vont avoir plus de difficultés à se trouver un job? Est-ce qu'ils vont avoir la difficulté à se faire profiler par la police dans leur quartier? Est-ce que leurs enfants vont connaître des difficultés dans les écoles comme ceux qui ont subi présentement? Est-ce qu'il va y avoir dans les médias des personnes qui ne les représentent pas? Tous les experts sont pratiquement blancs. Les super-héros dans les films, est-ce qu'il va en avoir? Eux, ils vont faire shit, il n'y a plus de super-héros blancs. Est-ce qu'on a un manque de ça présentement? Donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est comparable à ce que les communautés qu'on racise vivent aujourd'hui. Et de dire, est-ce qu'il y a du racisme envers les Blancs? Oui, il peut y avoir des préjugés que des personnes de couleur, qu'on pourrait dire, peuvent dire contre les personnes blanches. Mais c'est quoi le pouvoir que ces personnes-là ont véritablement sur eux? Et ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Sinon, on fait juste détourner une question sans prendre en considération tous les éléments qui sont dans cette vidéo-là. Et moi, quand je prends tous ces éléments en considération-là, ben là, ça veut dire que moi, quand je vais aller au cégep Dawson, à l'université McGill, quand je vais aller à d'autres endroits comme ça, c'est tous des noms. Quand je vais prendre le métro, j'ai aucun nom de mes communautés qui sont là-dedans. Même si on est arrivé ici en même temps, ça n'existe pas, je ne les vois pas. Donc, je ne pense pas que les personnes blanches vont avoir à faire face à ça. Et je pense qu'on a un rôle à travailler en tant qu'alliés, qu'on soit blanc, à essayer de comprendre ce qu'on subit. Et moi, je me mets dans la même position que pour les luttes féministes. Qu'est-ce que je peux faire comme allié pour réduire le sexisme que les femmes vont subir? J'ai un rôle à jouer en tant qu'homme. Et si je fais juste dire, ben tu sais, moi aussi je subis du sexisme, ça donne quoi vraiment, là? C'est quoi le but de dire ça, en fait?
Ouais, merci beaucoup et merci pour votre perspective. Je sais que moi, je vais continuer à penser à propos de cette discussion, même après la terminaison de ce live. Et j'aimerais remercier encore Maître Belton, M. Voltaire et M. Prosper d'avoir assisté à cette conversation. Je sais que pour moi, c'était un très grand honneur d'avoir pu écouter et de mener cette conversation. Donc, et je pense que je parle pour tout le monde. Nous sommes tous encouragés par le travail que vous faites et pour soutenir la communauté noire et racisée et le mouvement de Black Lives Matter et la vie de Noir compte. J'aimerais une fois encore remercier la Fondation LBC pour leur appui généreux pour cette série. Et également, je vous encourage une fois encore de regarder les ressources sur le site web d'Expérience Canada. Vous trouverez des guides de discussion et de matériel éducatif. Bon. Et ouais. Et chaque semaine, nous avons un défi pour ceux qui écoutent. Le défi pour cette semaine consiste à suggérer la mise en œuvre des éléments de la justice réparatrice dans vos salles de classe ou vos écoles. Donc, vous êtes encouragés à explorer les sites web de Black Lives Matter au Canada et ensuite partager vos réflexions sur ce que vous avez trouvé sur les médias sociaux en utilisant les hashtags Expérience Canada, antiracisme et antiracisme conversations. Si vous aimeriez d'assister à d'autres conversations sur l'antiracisme dans les semaines à venir, je vous invite à regarder notre site web Expérience Canada pour avoir plus d'informations sur les sujets et les conférenciers. La semaine prochaine, nous allons avoir une conversation qui donne sur l'économie. Une fois encore, merci d'avoir assisté à tous nos conférenciers et bonne journée à tout le monde.